Bonjour et bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mon nouvel invité est Nicolas Monet. Nicolas est un ancien collègue ingénieur sécurité et il a évolué aujourd'hui vers un nouveau poste de responsable santé-sécurité pour un embouteilleur de Coca-Cola. J'ai invité Nicolas car j'ai toujours apprécié son franc-parler et sa façon très directe d'aborder les soucis. Aujourd'hui, il nous partage sa vision de préventeur de terrain et aussi sa façon que je trouve très humble d'accepter les retours de ses collaborateurs pour toujours trouver la solution la plus opérationnelle. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Donc Nicolas Monet, je suis très content que tu sois là aujourd'hui dans cet épisode qui était censé être le premier mais qui du coup sera probablement le troisième épisode du podcast car j'ai été brillant dans mon premier enregistrement et rien n'a marché. Mais donc je suis encore plus content que tu sois là aujourd'hui et que tu aies accepté d'être présent une seconde fois. Donc Nicolas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors rapidement, donc j'ai 29 ans, je suis originaire de la région de Marseille et du point de vue professionnel, on va commencer par les études rapidement. Après mon bac, j'ai fait un DUT HSE, un DUT de la Ciotat, avec une option radioprotection la seconde année. Et puis à l'issue de ce DUT, je suis parti en école d'ingénieur à Grenoble, au sein de l'école qui s'appelle Polytech Grenoble et qui forme, qui propose un diplôme d'ingénieur prévention des risques industriels. Okay. Et à l'issue de l'école, un stage de fin d'études chez EDF, dans les Ardennes, à Chaux. Et j'ai eu l'opportunité de continuer chez EDF à Civaux en tant qu'ingénieur sécurité. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans jusqu'en septembre 2019. Ah, déjà. Ouais. Et donc maintenant je suis responsable santé-sécurité chez CCEP. Alors CCEP, c'est Coca-Cola European Partners. En fait, c'est un des embouteilleurs officiels de Coca-Cola. D'accord. Est-ce que ça, je me rappelais plus. Est-ce que ça fait partie du groupe Coca-Cola directement ? En fait, la marque Coca-Cola qu'on appelle la compagnie n'a pas d'usine. Ils sont quelques-uns aux États-Unis et quelques-uns un peu partout dans le monde, mais ils n'ont pas d'usine. Et en fait, ils octroient le droit à des embouteilleurs de produire et d'embouteiller les boissons. Donc c'est pas directement rattaché à la compagnie, mais ça fait partie c'est un peu une filiale, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, dans cette entreprise, alors, tu as le rôle de responsable santé-sécurité ? Ouais, c'est ça. Donc, de ce que je comprends, l'entreprise, donc c'est une activité d'embouteillage. Comme activité sur lesquelles toi tu vas être en action de prévention, tu vas avoir quoi comme typologie ? En fait, donc l'usine est basée au Pen Mirabeau, donc à côté de Marseille. On est 180 ou 185 sur le site. Et en fait, les activités du site, le panel d'activités est assez large puisqu'on va de la logistique, on va dire matière première, la fabrication des sirops, des mélanges, l'embouteillage sur ligne et après la logistique vers les clients ou vers les centres logistiques. Et en fait, donc du coup, on a 3 lignes de production, 3 lignes de prod. La ligne plastique qui fait les bouteilles de PET qu'on a notamment dans les grandes surfaces. La ligne canette qui fait les canettes 33 centilitres. Et puis, on a une ligne verre qui fait du verre 33 centilitres, principalement pour les cafetiers et les hôteliers. Donc, en fait, on est 2 responsables santé-sécurité à se partager un peu
la mission sur les lignes de production. Donc moi, je suis en charge de la sécurité de la prévention sur la ligne plastique, sur la ligne verre, sur la logistique et puis sur les activités de maintenance principalement. D'accord. Et alors, juste pour bien comprendre l'échelle, ton entreprise, du coup, elle produit les récipients pour le Coca-Cola sur, je sais pas, toute la région sud-ouest, plus loin, ou ça représente quel volume? Alors, en termes de volume, c'est difficile à dire, mais grosso modo, on rayonne dans tout le sud-est pour les canettes et le verre. Après, sur la partie plastique, c'est plus, on va dire, sud-est, puisqu'on a une usine à Toulouse qui fait du plastique aussi, et donc qui rayonne plutôt au sud-ouest. Ok. D'accord. Alors pour approfondir donc dans tes tâches principales en tant que responsable, du coup tu as cité deux lignes de prod. Ça ressemble à quoi ton activité au quotidien? Alors au quotidien, généralement j'arrive assez tôt le matin pour avoir les infos de la veille et avoir le temps d'aller sur ligne. Et ensuite, vers 8h30, on a ce qu'on appelle les R24, c'est-à-dire les réunions quotidiennes avec les chefs d'équipe et puis les responsables de production, la maintenance et la qualité et la sécurité. Donc moi, je participe à ces réunions et ça permet d'avoir la partie plutôt concrète de ce qui s'est passé la veille, de ce qui arrive aujourd'hui dans les activités de maintenance, les soucis sécurité, les difficultés, je sais pas, sur un matériel particulier. Et donc voilà, ça permet d'être présent, de relayer les consignes, et puis également de voir s'il y a des points à réaliser sur le terrain, des analyses de risque ou autre. Donc voilà, et puis après, au niveau du site, on a la réunion avec l'ensemble des managers en milieu de matinée, pour reprendre un peu toutes les informations et prioriser les actions de la journée. D'accord. Ça c'est en termes de points d'échange suivant les niveaux, les lignes managériales que tu as. Et après, du coup, vous êtes dispatché les tâches et après ça lance toutes les activités. Oui, c'est ça. Voilà, et okay. Après, ça c'est les deux grosses réunions quotidiennes des matins, et après la journée, j'ai pas énormément de réunions régulières et périodiques. Après, c'est plus de la présence terrain, de l'animation, de la sécurité avec les équipes. C'est le traitement de sujets de fond, que ce soit du documonique, de la veille réglementaire ou autre. D'accord. Et dans ces moments d'échange, il y a probablement des infos sécurité, donc tu disais des demandes d'analyse qui remontent. Et dans un cas classique d'une situation dangereuse qui est relevée, vous êtes organisé comment pour intervenir ou pour l'analyser? Pour tout ce qui est remontée de situation dangereuse, en fait, ce qui est plutôt bien fait, on a une base interne qui s'appelle GREM, en fait, qui gère toutes les remontées terrain. Et les chefs d'équipe sont formés à cet outil. En fait, quand ils détectent une situation dangereuse, c'est eux qui saisissent la situation dans cette base. On a une matrice qui permet de coter la fréquence d'exposition et la gravité de la situation, et qui pondère la situation. Et nous, derrière, on a des traitements qui sont plus ou moins prioritaires, on va dire, selon ce classement. Okay. Donc c'est vraiment géré par les équipes, et nous on est plus là pour venir par exemple le lendemain en discuter avec les équipes, aller constater sur le terrain, discuter avec eux des solutions à mettre en place, et puis après on est plus sur
du management d'action. Hein. D'accord. Ok. Donc vous êtes mis vous êtes donné les moyens pour gérer toutes ces remontées là, quoi. C'est ça qui est important, Ouais, c'est pas c'est ça. de mettre en place. Hein. Et dans notre réunion avec tous les managers du matin, donc milieu de matinée vers 9h30, donc le premier point abordé, c'est la sécurité. Mais c'est pas juste pour la forme, on va vraiment dans le fond et discuter de ce qui se passe sur les lignes, de difficultés dans les équipes, de sous-effectifs, de polyvalence. Enfin, on peut aller loin. Et donc, on regarde chaque jour l'accidentologie, bien sûr, mais toutes les remontées de situations dangereuses. Et donc, s'il y a des actions urgentes à réaliser par le service maintenance ou le service technique, eh bien, le responsable du service technique peut prendre le point et s'engager à réaliser l'action dans la journée. D'accord. Du coup, ma question suivante, elle est en lien avec tout ça. C'est lié à la culture de sécurité et de prévention des risques qu'il y a dans cette nouvelle organisation. Comment tu la qualifierais, toi? Alors, l'organisation est vraiment hyper mature et ça m'a vraiment surpris, agréablement surpris. C'est-à-dire que la sécurité, c'est pas du tout l'affaire, et pas uniquement l'affaire, du ou des responsables santé-sécurité. C'est-à-dire que sur ligne, les gens sont conscients, remontent énormément d'informations, sont capables de les traiter à leur niveau avec leur chef d'équipe. Bien souvent, nous, les responsables santé-sécurité, on n'a pas forcément la vision d'une situation dangereuse ou autre, ou d'une situation qui serait produite, tout simplement parce qu'elle a été traitée. Elle a été traitée sur ligne avec une personne de la maintenance, un technicien ou autre. Donc ça prouve l'investissement de chacun. D'accord, c'est-à-dire que vous l'apprenez une fois que c'est traité. Oui, il se peut que certaines situations, on nous dise finalement on a réussi à traiter par nous-mêmes. Voilà, parfait. Donc ça prouve que la boucle courte fonctionne. Et puis après, chaque étage du management est vraiment sensible et sensibilisé à la sécu. Donc c'est le point numéro 1 lors des réunions. Les responsables de prod y attachent une importance particulière, si bien que par exemple, toujours dans notre outil de pondération des remontées de situations dangereuses, si par exemple on aboutit à une RSD qu'on peut qualifier de A, nous c'est le risque le plus élevé dans notre cotation, on peut, et puis la prod accepterait d'arrêter la prod s'il faut pour aller, intervenir dans une machine ou solder un point qui est à risque. Ok. Ça traduit une certaine vision, moi je pense même groupe, du groupe de ton entreprise pour que ce soit autant lié et autant qu'il y ait autant d'adhésion à la sécurité, ou que ce soit une valeur autant partagée, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça se traduit par une vision de la direction assez forte. Oui, la sécurité, c'est une vraie valeur d'entreprise, mais souvent cette valeur peut rester au niveau du top management ou du management. Mais là, ce qui est intéressant, et je pense parce que ça fait longtemps que c'est une valeur centrale, elle a infusé jusque sur les lignes, jusqu'au cariste, jusqu'à l'opérateur de ligne. Et donc voilà, et concrètement sur le terrain, les gens quand tu passes les voir, te challenge en disant tu te souviens, je t'avais parlé de quelque chose il y a quelque temps, est-ce que tu as pu avancer, est-ce qu'on a un retour? Donc voilà, ils sont sans cesse demandeurs, donc l'enjeu et le challenge, c'est justement de
de prendre les remontées et de parvenir à les traiter derrière. Mais D'accord. sur le fait que ça soit une valeur, par exemple, il n'y a absolument aucun écart de port de pays. On est une ville où il y a beaucoup de bruit Ouais. et jamais on ne voit de personnes qui n'ont pas les bouchons. Ça, c'est quand même dingue, ça. C'est impressionnant. Ouais, parce que le port des deux pays, bah, comme tu le sais, c'est quand même une bataille de tous les jours. Et enfin, après, apparemment, ça dépend vraiment des organisations, mais on se rend compte que c'est possible déjà. Ouais, ouais. Et que finalement, quand on en a compris le sens, bah, et voilà, ça peut être, il peut y avoir une adhésion totale. Et alors, quelque chose qui m'avait fait drôle au début, j'avais un peu de mal à comprendre, mais ce qui renforce aussi cette culture de la sécurité, etc., c'est que chaque manager doit réaliser alors des tournées sécurité, des tournées terrain pour toutes les semaines, mais doit réaliser également des discussions sécurité. C'est-à-dire que à minima 2 fois par mois, il doit tracer une discussion qu'il a avec un personnel de terrain principalement, où il va valoriser une bonne pratique ou une remontée positive d'un collaborateur. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez dans le step d'après, parce que nous, on met beaucoup en place les visites terrain et on insiste pour avoir des visites managériales. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui en sort. Et du coup, l'échelon d'après, c'est après que le manager, lui, il fasse une discussion, c'est ça? Autour de ce qu'il a vu pendant sa visite ou... Oui, c'est ça, en disant, voilà, je sais pas moi, l'opérateur de la ligne vert, je sais pas, les palettes étaient tombées, et en fait, je suis passé dans la zone, j'ai discuté avec lui, et il a adopté, je sais pas moi, le bon geste pour ramasser les casiers, etc. Et du coup, je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui et je l'ai félicité. D'accord. Pour pas justement que la sécu, ça soit seulement une histoire de lettres managériales et d'écart, mais que ça soit aussi, voilà, que ça prenne tout son sens dans le cœur de métier des collaborateurs et voilà, que ça soit valorisé. Ok. Ouais, donc il y a une vraie approche positive du sujet et une façon de l'animer et de le faire, bah, finalement, qui devient naturel, mais qui a l'air très, très poussé. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à toi et comment t'en es arrivé là, ce que t'as un peu vécu dans ce métier. Je voudrais savoir déjà pourquoi tu t'es intéressé t'es intéressé par la prévention et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter dans cette voie-là. Je pense que c'est le contexte familial, puisqu'en fait j'ai donc mon papa, mon oncle et mon grand-père sont ou étaient dans la sécurité civile et dans les sapeurs-pompiers. Et donc tout petit, j'ai baigné dans ce monde un peu de la prévention, du secours, etc. Et donc après mon bac, je me suis posé la question de savoir dans quelle filière est-ce que j'allais continuer. Et en fait, la filière de la prévention me plaisait bien par les connaissances familiales, on va dire. Et donc voilà, c'est ce qui m'a orienté. Puis ça m'a bien plu, donc j'ai continué. Et qu'est-ce qui t'a plu alors pour y rester? Moi, ce qui me plaît au quotidien, c'est que le boulot est hyper varié. Le matin, on arrive, on sait pas ce qu'on va réaliser dans la journée. Peut-être qu'il y a eu un accident, ou peut-être qu'il va y avoir une intervention d'urgence à faire avec des risques particuliers. Il faudra qu'on soit là pour appuyer et puis pour donner notre expertise. Et puis ce qui est chouette, c'est, moi ce que j'apprécie, c'est être au contact des gens et se rendre utile. Et de dire que ce qu'on fait c'est hyper concret,
Et on favorise la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, tout en limitant voilà, les situations à risque. Et puis quand on peut arriver devant un collaborateur en disant voilà, ce que tu m'as remonté il y a 3 mois, ça a pris un peu de temps, mais voilà, on a réussi à trouver une solution et regarde, je sais pas, tu es plus exposé à un risque de chute ou tu es plus exposé à des postures contraignantes parce qu'on a trouvé une solution. Enfin voilà, ça c'est ce qui fait avancer. Ça, du coup, je pense qu'on y reviendra juste après. Maintenant, je voulais savoir dans ton expérience et dans ce que tu as pu mettre en place, tenter aussi, si tu pouvais nous partager une démarche que tu as tentée et qui s'est soldée par un échec. Parce que dans ton expérience actuelle, dans ton organisation actuelle ou celle d'avant ou autre. Ouais, alors on en avait déjà parlé. Je pense que le petit échec, c'est surtout ce qu'on avait lancé sur le poste précédent, là, à Civo, avec Michel. Michel avait une super idée d'un challenge un peu prévention des risques, justement pour valoriser le côté positif et les remontées des personnels de terrain. Ça s'appelait Dilpang et ça combinait les remontées positives, la vigilance partagée, etc. Et on a réussi à le lancer la première année. Je sais pas, près de 200 personnes avaient joué le jeu. Mais je pense qu'on n'a pas été assez persuasif auprès de la direction, justement pour le faire perdurer. D'accord, mais c'est finalement la pérennité après qui a pas accroché, quoi. Ouais, c'est ça. La première année, ça a bien fonctionné. Alors, je pense la nouveauté et puis nous, on était à fond là-dedans. Et puis après, voilà, la deuxième année, la direction a peut-être eu une vision différente. Et voilà, ça nous a pas permis de poursuivre alors que on était persuadé que c'était un outil et un levier hyper pertinent. D'accord. Et du coup, sur sur le pendant, est-ce que tu peux nous partager une démarche qui, elle, s'est soldée par un succès ou en tout cas qui a été sur laquelle tu as eu de bons retours et une approche positive de la part des salariés ou même de ta hiérarchie? Alors là, je vais prendre un exemple, un point hyper concret, mais c'est ce qui nous fait avancer aussi. C'est au cours d'une discussion sécurité là sur la ligne plastique. Je discutais avec un ancien qui est connu pour être un peu, pas toujours se comporter en sécurité, on va dire. Et en fait, pour filmer et palettiser la boisson, on utilise du film et des bobines qui sont très lourdes. Je pense qu'ils font une 30aine ou une 40aine de kilos. Mmh. Et pour réapprovisionner la machine, la personne portait ses bobines à la main. Et dans la discussion, elle me dit qu'il y a un outil qui permet justement d'approcher la bobine, de la basculer et de limiter l'effort. Et en fait, on a discuté pendant, je sais pas, près de 20 minutes sur l'utilisation de cet outil, pourquoi il l'utilisait pas, et les avantages et les inconvénients, et on est allé le tester, etc., machin. Bon, et puis on en est resté là-dessus. Et puis quelques temps après, je repassais dans la zone et le collègue m'a fait signe. Et en fait, il avait chargé les bobines de film sur ces espèces de basculeurs et m'a dit, tu vois, maintenant je les utilise. Je prends le temps et puis maintenant je les utilise et puis au moins je me fais pas mal et puis voilà. Je prends mon temps, mais voilà. Et donc il est venu me chercher presque. Pour te montrer le progrès et voilà. Et ça c'est top. Ouais, mais ça c'est, je pense, ça fait vraiment très très plaisir en plus de se dire que finalement le temps passé, il a fait évoluer pas un comportement, mais une vision de la situation, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un gars maintenant avec qui
on discute vraiment librement, et on se parle franchement en disant, bon ben voilà, là je le fais pas, ok, mais pourquoi? Et puis voilà, des discussions franches, c'est le top, c'est le top. C'est parfait comme exemple. En plus, je pense que ça parle à beaucoup de gens du métier qui se disent finalement des fois je passe du temps à parler avec quelqu'un et ça a aucun effet. Et des fois au contraire, même si on n'arrive pas toujours à identifier pourquoi, on arrive à avoir une influence, une petite influence sur un comportement, et c'est sûr que ça fait plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est d'aller discuter avec les gars, de descendre, de prendre le temps. Ça, fondamentalement, il n'y a pas de. Les managers pourraient dire que c'est du temps perdu puisqu'il n'y a pas de résultat concret tout de suite derrière. Il n'y a pas une note de sortie ou la veille réglementaire ou un document mis à jour, mais c'est du temps qui permet de bâtir la confiance et qui permet après, et ça c'est un point fondamental, d'avoir des discussions vraies et franches. Parce que souvent, si on ne connaît pas les gars peuvent dire la réalité des prix en disant ouais, pour ça j'utilise la pire, mettons. Mhm. Et en fait, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment d'avoir le travail réel, justement, et de comment ça se passe et quelle est sa vision à lui pour améliorer la situation. Et puis derrière, voilà, on peut construire quelque chose et discuter, et c'est intéressant. C'est parfait. Et du coup, pour réussir à impliquer l'équipe de direction ou le top management chez toi, est-ce que tu as la même façon d'approcher le problème, même si c'est peut-être pas dans cette organisation-là que tu as eu plus de soucis là-dessus, mais est-ce que tu as cette même démarche? Oui. Enfin, c'est toujours essayer d'établir ce climat de confiance et puis de se parler franc. Enfin, on peut entendre ça peut ne pas être une priorité. On peut entendre que il n'y a pas nécessairement le budget pour, mais enfin voilà, discuter franchement, ne pas hésiter à aller sur le terrain, parce que aller sur le terrain, et voilà, ne pas hésiter à se poser avec les acteurs, j'en reviens, les acteurs de terrain, parce que nous, en fait, on est juste un facilitateur. On peut être le porte-parole de la direction, souvent pour animer, pour passer des consignes, rappeler les règles, etc. Mais on est aussi les porte-parole des agents de terrain pour justement des investissements ou l'amélioration de situation. Donc voilà, nous on est vraiment à ce carrefour-là. Alors des fois c'est pas toujours évident, parce qu'on est un peu entre le marteau et l'enclume quand ça se passe pas très bien. Mais voilà, quand ça marche, c'est hyper valorisant. Et tu dirais que justement cette approche terrain, c'est ce qui t'a appris le plus le métier? Oui, c'est clair. Enfin, on peut avoir un bagage de par les études, de par notre connaissance de la réglementation. C'est un point qui est hyper important, malgré tout. Mais ça peut s'acquérir, je pense, avec le temps. Mais si on ne connaît pas la vraie vie du terrain et comment les gens font, et connaître les installations, si on ne descend pas sur ligne, quand quelqu'un va venir nous voir pour nous demander un conseil, on va donner un conseil purement réglementaire. Et en fait, c'est pas ce que les gens attendent. Les gens attendent qu'on fasse la synthèse et qu'on soit en capacité de pondérer et de peser le fait que l'activité se fasse, qu'elle se fasse bien, qu'elle se fasse en sécurité et qu'on respecte la réglementation. Et c'est à nous justement de faire cette analyse-là et de la livrer au personnel de terrain. Avec des solutions pratiques du coup. Ouais, c'est ça.
Parfait. Ouais. Des fois, il faut savoir dire non aussi, hein. C'est notre métier. Des fois, il faut faire le gendarme, mais voilà, quand on peut être pragmatique, c'est le mieux pour tout le monde. Ok. Écoute, on va arriver vers la fin de l'interview, mais j'ai quelques petites questions encore. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'un outil de gestion que vous avez, de remonter des situations dangereuses. C'est un outil interne? Oui, c'est ça, c'est un outil interne. Ouais. Et vous utilisez d'autres outils en ligne ou des applications maison? On a des applications maison, qui est document unique, c'est une matrice Excel classique. Voilà. Après, c'est beaucoup de logiciels maison. Après, sinon, on a un logiciel de veille réglementaire auprès de notre prestataire. Mais voilà, c'est les logiciels principaux que l'on utilise au quotidien. Et tu peux nous dire le logiciel de veille réglementaire? Oui, bien sûr, c'est le logiciel, enfin c'est la solution Amadeo qui est fournie par Bureau Veritas. Ah oui, ouais, c'est bon, je connais. Ouais. Parce que j'avais fait justement un petit tour d'horizon de ce qui existait et en fait on avait évalué du coup la solution Amadeo. Ok. Est-ce que tu as des ressources type des livres ou ou je sais pas des sites web que toi tu utilises pour te tenir à jour de je sais pas de l'actualité de la prévention des risques ou des concepts qui peuvent y avoir dans le domaine? Alors en termes de bouquins, non, pas des masses. On reçoit au bureau travail et sécurité, il me semble. Je sais. Il me semble de l'INRS, hein. Ouais, de l'INRS. Donc ça c'est bien, ça permet d'être toujours un peu au courant des sujets d'actualité ou autres. Après, quand j'étais chez EDF, j'avais toujours un code du travail papier sur le bureau. Alors là, je l'ai plus, ça me manque un peu. Mais tout simplement pour avoir un peu la logique du législateur et puis la notion de chapitre et voir un peu la progression parce que aller voir un article pour aller voir un article sorti du contexte, des fois il peut nous manquer un peu des éléments. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimais bien avoir la vision un peu papier par chapitre de la réglementation. Mais sinon, après, c'est les sources Légifrance et puis INRS, bien sûr. Hein. Ouais. Ben, pour l'avenir, si jamais tu te reprends un code du travail depuis 1 ou 2 ans maintenant, ce qu'on a acheté, nous on en a 3-4, c'est le code du travail annoté. Il est vraiment très bien et en fait du coup comme tu disais il y a toujours le code du travail avec le contexte et le fait de pas avoir juste un article un peu posé là quoi comme quand tu vas sur Légifrance, mais avec les annotations donc des lectures juridiques mais qui te permettent un peu de donner un peu de matière et des clés de lecture de l'article, c'est pas mal du tout. Donc si jamais tu refais cet achat-là. C'est une bonne idée parce que des fois l'interprétation varie selon les personnes et avoir une vision un peu juridique et d'expert, c'est une bonne chose. Ok. Alors ensuite, pour en terminer sur la partie ouverture et avenir, est-ce que toi, tu as une vision claire ou justement ou plutôt des idées de comment tu vois évoluer le métier de préventeur à moyen et à long terme? C'est pas évident. Est-ce que peut-être dans le futur, le job de préventeur sera peut-être encore plus proche des opérations? Nous, par exemple, sur notre site, on a 2 découpages. On a un découpage, on va dire, hiérarchique. Donc moi, je dépends du service QHSE. Mais on a aussi un découpage opérationnel. Et en fait, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure,
le fait que je sois directement en lien avec la ligne plastique, la ligne verre, etc., peut-être que à terme, on aura un préventeur par ligne. Par ligne ou par grand domaine pour gérer les problématiques au plus proche et référer, je sais pas, à un manager ou à quelqu'un, je sais pas, un responsable QHSE qui lui aura plus la vision un peu plus large, je sais pas. Ok. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier de préventeur, de responsable HSE, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Aller sur le terrain, on en a suffisamment parlé, mais ça c'est la base. Passer du temps avec les opérationnels, parce que c'est eux qui nous apprennent la vraie vie du terrain, mais aussi, et ça c'est hyper important, qui nous apprennent leur métier. Un soudeur, une personne qui est à la soutireuse et qui remplit les bouteilles, lui t'explique comment est-ce qu'il voit son activité, les spécificités de son job. Et puis alors, si mon ancienne chef m'entendait, elle se marrerait, mais pour moi, en tant que préventeur, il faut jamais dire non quand on a une sollicitation. Si on a une sollicitation, c'est que la personne a fait le pas, qui est parfois pas facile, pas évident à faire, mais de venir voir la sécurité qui, des fois, est un peu vue comme le gendarme ou l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, s'il vient nous voir, c'est il faut pas louper l'opportunité de sécuriser une activité ou de sensibiliser un personnel. Donc sur le terrain, jamais dire non et toujours essayer de continuer à apprendre. Ok, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à c'est toi. Un beau message, je trouve, pour clore cet épisode. Allez sur le terrain et ne dites jamais non. Je pense qu'après, il faut pouvoir le gérer, mais c'est un très beau message. Oui, c'est ça. Alors après, par contre, pendant les années EDF, j'ai peu dit non. Il faut être conscient que ça implique de faire des efforts et de faire beaucoup d'heures et derrière il faut être à la hauteur des attentes, mais c'est un challenge qui est génial à vivre. Ok, c'est parfait. Alors on va s'arrêter là, Nicolas. Est-ce que tu veux donner je sais pas, une adresse LinkedIn ou quelque chose où on peut te retrouver? Oui, sur LinkedIn, j'ai mon profil Nicolas Monet que je mets pas tout le temps, tous les 4 matins à jour, mais voilà, j'essaie d'y aller de temps en temps et voilà, qui reprend mon parcours, mes compétences principales, voilà. Ça marche. Je mettrai tout ça dans la description. Merci, Nicolas. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié, vous avez 2 manières pour me le montrer. Tout d'abord, en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez. Et enfin, en parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé, un préventeur, quelqu'un du métier, à qui vous pourrez recommander ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.